Bonjour Nicolas Bavrez. Bonjour. L'intimidation, la menace, les agressions verbales, physiques, on avait connu ça avec une fraction des Gilets jaunes il y a un an. On voit ça de nouveau depuis quelques jours parmi certains des derniers combattants contre la réforme des retraites. Votre regard d'historien, il vous conduit à dire quoi? Que la période que nous vivons est inquiétante ou bien qu'au fond tout ça c'est très français et assez habituel? Non, d'abord, ça n'est pas que français. Et ensuite, c'est effectivement inquiétant parce qu'on a laissé s'installer dans notre pays, et on voit aussi dans un certain nombre d'autres démocraties, mais chez nous, un espèce de climat de guerre civile froide. Et par ailleurs, on voit se multiplier des atteintes également à la liberté d'expression. Donc c'est vrai que par certains côtés, ça nous ramène un peu à la situation des années 30, et il est vrai que laisser s'installer ce type de climat dans une démocratie, ça montre à la fois la profondeur de la crise que nous traversons, et ça montre aussi la préoccupation qui devrait être celle à la fois des pouvoirs publics et des citoyens de ne pas laisser durablement s'installer ce climat. La comparaison avec les années 30, il y a beaucoup de débats là-dessus. Certains disent qu'il ne faut pas exagérer, on n'en est pas là. Vous la revendiquez, cette comparaison? Oui, je crois que la configuration du monde est clairement extrêmement différente, mais on a des structures qui sont communes. Ces structures communes, c'est la déstabilisation des classes moyennes, la montée de la violence, de l'insécurité, la montée également des risques géopolitiques. Donc de ce point de vue-là, il y a bel et bien un point de comparaison, même si notre monde n'a rien à voir avec celui des années 30. Est-ce qu'en France, le gouvernement n'a pas lui-même quelque part insufflé l'idée que la violence paye, notamment en distribuant 10 milliards d'euros l'année dernière pour calmer la colère des Gilets jaunes? Je crois qu'il y a peut-être cette idée, mais plus fondamentalement, moi, ce qui me paraît très important, c'est que, et ça ne remonte pas simplement au quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est la manière dont on a laissé se dégrader l'état de droit et la manière dont on n'a pas prêté suffisamment d'attention à la décohésion de la société et à la décohésion de la nation. Donc c'est vraiment moi ce qui me... Du côté des pouvoirs publics, je crois que la vraie faute, c'est celle-là, et qui d'ailleurs peut nous ramener à Tocqueville, c'est-à-dire qu'une démocratie, ça n'est pas seulement le vote, c'est deux choses, des contre-pouvoirs et un état de droit qui fonctionne. Il y a un mépris pour la justice, et d'ailleurs elle est dans un état de misère absolument incroyable. Et puis, il y a aussi cette idée que c'est une communauté de citoyens, et donc il ne doit pas y avoir d'oppression de la majorité, et il ne doit pas non plus y avoir de tyrannie des minorités. Or, on a aujourd'hui exactement, alors porté par les réseaux sociaux, ce type de dérive. Et ce qui est vrai, c'est que les dirigeants de notre pays, qui s'occupent beaucoup de l'État, mais méprisent beaucoup la société civile. Ils adorent l'État, mais pas les contre-pouvoirs. Et par ailleurs, on a prêté très peu d'attention à cette archipélisation de la société et de la nation française. Vous dites tout ça, ça ne date pas d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'on peut identifier un moment où les choses ont commencé à se dégrader? Alors, la France est un cas particulier, c'est-à-dire qu'elle cumule deux crises. Il y a sa propre crise, le décrochage français, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui les 40 piteuses. Ça démarre dans les années 1980, et c'est spécifique à notre pays. Et puis maintenant, il y a l'onde de choc, la vague populiste, qui touche toutes les démocraties dans les années 2010. Pourquoi? Parce que sur fond d'une grande crise des classes moyennes déstabilisée par la mondialisation et par la montée de la société numérique et la révolution numérique, on a eu le krach de 2008 qui effectivement a semé un désarroi extrêmement grand, et la crise financière est devenue une crise sociale qui est devenue ensuite une crise aujourd'hui politique. Alors pour en revenir à l'actualité de ces derniers jours et au projet de réforme des retraites d'Emmanuel Macron, qui est à l'origine des manifestations de ces dernières semaines, au fond, qu'est-ce qui fait que cette réforme présentée comme un grand projet d'équité a suscité tant d'opposition? Est-ce que c'était une construction intellectuelle un peu trop parfaite, mais qui oubliait de tenir compte de ce qui existait déjà? Alors je crois que c'était une construction intellectuelle, mais qui pour le coup était loin d'être parfaite, parce que c'est vrai que c'est un objet abstrait, mais qui n'a jamais été étudié. Donc il y a trois choses, je crois. D'abord, le fait que ça fait partie de l'improvisation du projet présidentiel d'Emmanuel Macron, qui n'a commencé à prendre corps que très vite, quand François Fillon, la candidature de François Fillon s'est décomposée. La deuxième chose, c'est que donc ce projet ensuite
n'a pas fait l'objet de travaux sérieux. On n'a toujours pas de chiffrage sur des points qui sont décisifs. Il n'y a pas d'étude d'impact, alors que ça fait normalement 2 ans et demi qu'on travaille. Et enfin, il y a eu une gestion qui restera un cas d'école de réformes mal conduites, c'est-à-dire pas de vraie pédagogie des citoyens. Tout le monde la plupart des Français de bonne volonté ne savent toujours pas quelles sont les bonnes raisons de faire ce régime universel par points. C'est la confusion, c'est le flou qui a généré ces oppositions. Oui, et puis il y a eu des déclarations extrêmement contradictoires, y compris du président de la République. Donc c'est vraiment ça, c'est-à-dire un objet intellectuel, mais qui n'a pas été en réalité étudié. Ensuite, absence de pédagogie. Et enfin, pas de travail sérieux sur le coût. Et donc, si on n'a pas de travail sérieux sur le coût, très franchement, on ne peut pas avoir de débat public responsable, puisque littéralement, on ne sait pas de quoi on parle. Et c'est quand même le paradoxe ultime, c'est que finalement, on aura réédité le traumatisme de 1995 à partir d'un projet qui n'existait pas vraiment. Et maintenant, on a d'un côté une réforme qui va finir par se faire, mais un mouvement social qui va sans doute se prolonger, parce que je crois que c'est comme pour les Gilets jaunes, la particularité c'est que de même qu'on a maintenant des guerres enlisées ou des guerres sans fin, on a des conflits sociaux sans fin. Alors, pas évidemment avec le même niveau d'engagement ou de blocage, mais avec des groupes qui continuent à régulièrement un certain nombre d'actions, et les actions sont d'autant plus radicales que ces groupes sont peu nombreux. Est-ce que par exemple, pour clarifier les choses et que chacun d'entre nous puisse mieux comprendre cette réforme, il aurait fallu dissocier la question de l'équilibre des comptes de celle de la construction de ce grand régime universel qui se veut équitable ? Ah non, ça je ne crois pas du tout. Parce que le principe même d'un régime de répartition, si on veut être dans la répartition, ça ne tolère pas le déséquilibre. Puisque ça veut dire que les générations d'après devraient payer à la fois la retraite des générations d'avant et épargner pour constituer leur propre retraite, ce qui est impossible. Donc on ne peut pas, un régime par répartition ne peut pas vivre par le déficit et la dette. Donc c'est au contraire, j'allais dire, une des évolutions bizarres, c'est d'avoir dissocié ces deux éléments qui sont absolument liés. Et d'ailleurs, il serait parfaitement irresponsable de faire voter un changement systémique sans avoir les moyens de l'équilibre. Alors justement, sur le projet de loi tel qu'il demeure aujourd'hui, vous considérez qu'Édouard Philippe a sauvé l'essentiel de sa réforme, ou bien qu'il n'en reste plus grand-chose après tout ce qu'il a cédé aux différentes catégories de mécontents, les régimes spéciaux, les pilotes, les avocats, etc. Je crois que le Premier ministre a réussi un tournant tactique assez très réussi pour essayer d'imaginer une sortie de crise. Sur le fond, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de paradoxes. On a supprimé les régimes spéciaux, mais on va avoir une foultitude de régimes spécifiques. On n'a pas aujourd'hui de connaissance vraie de l'équilibre, et donc ça crée un doute sur la pérennité de ce système de répartition. Et surtout, avec toutes les mesures qui ont été annoncées, elles ne sont pas chiffrées, mais si on rajoute le plancher, l'idée d'une pension minimale, qui d'ailleurs n'est pas forcément absurde, l'amélioration du sort des femmes, le fait que le point ne peut pas baisser, et surtout les 10 milliards annoncés pour les enseignants sans aucune contrepartie sur la qualité de l'enseignement, l'augmentation également qui est prévue du personnel hospitalier, sans doute d'ailleurs aussi pour des raisons qu'on pourrait comprendre, mais sans aucune contrepartie pour la qualité des soins, tout ça va coûter 1,5 à 2 points de PIB, pour un objet qui reste un objet aujourd'hui très peu identifié. Vous venez de publier Le Monde selon Tocqueville, combat pour la liberté, c'est aux éditions Talendier. En quoi le regard d'Alexis de Tocqueville, toute sa réflexion sur la démocratie notamment, trouve-t-il un écho dans cette actualité qu'on vient d'évoquer ? Alors Tocqueville, il nous éclaire à la fois sur la situation de la France et puis sur la crise des démocraties. Sur la situation de la France, c'est Tocqueville le premier qui a bien montré comment la Révolution était le fait de l'entrechoc d'un État qui était déjà extrêmement autoritaire et centralisé. C'est pour ça qu'il dit que
l'intendant d'Ancien Régime et le préfet napoléonien se donnent la main au-dessus du gouffre de la Révolution, et puis de citoyens qui sont à la fois extrêmement individualistes, fascinés par la violence et la radicalité. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que la France n'a cessé de rejouer ce scénario révolutionnaire, ou ensuite qui a été réinterprété à la lumière de la grève générale, et on en a aujourd'hui les échos avec les Gilets jaunes qui renvoient à des phénomènes de grande peur, ou également avec les manifestations sur l'opposition à la réforme des retraites. Mais Tocqueville nous éclaire aussi sur la crise plus générale des démocraties. Justement, il a beaucoup analysé le danger de la démocratie pour elle-même. Exactement. Est-ce que ce danger qu'il avait identifié, ça correspond à ce qu'on appelle aujourd'hui le populisme, ou est-ce que c'est un petit peu différent ? Le populisme correspond bien à un des dangers qu'avait pointé Tocqueville, parce que pour lui, le principal danger pour la démocratie est moins la défaite militaire qui est possible au début d'un conflit, mais sur la durée, généralement, les démocraties ensuite se mobilisent, ce qui a été le cas pendant les grandes guerres du XXe siècle et arrivent finalement à triompher. En revanche, il montre bien que le premier risque est un risque intérieur, c'est-à-dire que la démocratie pour lui est un état de la société, elle peut aller vers la liberté ou vers le despotisme. Et le despotisme, notamment par la fascination pour les hommes forts. Et aujourd'hui, dans cette crise populiste, on retrouve exactement ceci, c'est-à-dire que des hommes forts sont en train de convaincre les opinions dans un certain nombre de démocraties que, en fait, le fait de restaurer l'efficacité du système de décision et la course à la sécurité et la lutte contre les inégalités, ou pour certains d'ailleurs contre le réchauffement climatique, passe par l'abandon des libertés. Un dernier mot, ça fait longtemps que vous êtes très sévère vis-à-vis des dirigeants de la France. On se souvient de réquisitoires terribles sur Jacques Chirac et son immobilisme, de vos pamphlets sur le chômage, sur la France qui tombe, sur le déni français. À qui la faute finalement ? À la nullité des politiques, à notre système politique constitutionnel, ou bien peut-être aussi aux Français qui attendent trop d'un homme providentiel ? Non, dans une démocratie, les citoyens ne peuvent pas s'exonérer de la situation du pays. Donc, les fautes des dirigeants, elles sont effectivement certaines, notamment par le fait que finalement, le vrai remède à la crise française, ce serait de jouer vraiment la carte de la liberté politique, et que personne n'a fait ce choix dans les dernières décennies. À l'inverse, les citoyens eux-mêmes sont responsables. C'est-à-dire qu'au bout du bout, d'ailleurs, on verra si la France résiste ou non à l'extrême droite, dont l'arrivée au pouvoir est aujourd'hui possible en France comme dans d'autres pays. Ceux qui feront ultimement la décision, ce sont les citoyens. Et la deuxième chose qu'il faut rappeler, c'est qu'aujourd'hui, la France, malheureusement, est loin d'être la seule démocratie à connaître des troubles extrêmement sérieux. Et c'est là où Tocqueville peut, là encore, être utile, c'est-à-dire qu'il n'est pas seulement utile pour pointer les risques, mais également pour apporter un certain nombre de solutions. Il est mort en 1859, au cœur de l'Empire autoritaire, mais alors qu'il était proscrit et exilé de l'intérieur depuis le coup d'État de 1851, Tocqueville n'a jamais renoncé aux valeurs de la liberté et au combat en faveur de la liberté. Et je crois que ce qui se joue aujourd'hui dans les démocraties, c'est vraiment ceci, c'est-à-dire l'attachement, évidemment, le suffrage universel, mais tout va se jouer sur le fait que les citoyens comprennent que les contre-pouvoirs, l'état de droit, la modération, le fait pour la majorité de ne pas opprimer la minorité, le fait pour la minorité d'accepter la loi de la majorité et le fait d'accepter de vivre et de débattre ensemble, c'est là-dessus que va se jouer le destin de la démocratie et sa résistance au choc populiste. Merci beaucoup Nicolas Bavrez. Merci.